Il y a une phrase que presque tout le monde a entendue au moins une fois dans sa vie. Elle vient des parents, des grands-parents, des collègues de bureau, du voisin qui vient de terminer sa construction. La phrase est simple, directe, et répétée comme une vérité absolue. Louer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Et si cette phrase était l'une des idées les plus coûteuses que vous ayez jamais acceptées sans la questionner? Ce n'est pas une attaque contre la propriété immobilière. Ce n'est pas non plus un plaidoyer pour la location à vie. Ce que nous allons faire ici, c'est examiner honnêtement une décision que des millions de personnes prennent chaque année, souvent sous pression émotionnelle, sociale et familiale, sans en mesurer réellement les conséquences financières. Parce que acheter une maison peut être une excellente décision, mais elle peut aussi être la décision qui bloque votre progression financière pendant 10, 20 ou 30 ans, et personne ne vous le dit. Clairement, commençons par comprendre pourquoi cette idée est si profondément ancrée dans nos esprits. Dans beaucoup de cultures, posséder un bien immobilier est associé à la stabilité, à la réussite, à la responsabilité adulte. C'est un symbole. Quand vous achetez une maison, vous envoyez un signal au monde. J'ai réussi, je suis sérieux, j'ai un ancrage. Ce symbole est puissant, tellement puissant qu'il peut éclipser la réalité des chiffres. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Quand vous contractez un crédit d'immobilier sur 20 ou 25 ans, vous ne payez pas seulement le prix de la maison. Vous payez des intérêts sur une durée qui peut représenter entre 30 et 60% du prix initial, selon les conditions du marché. Vous payez des frais de notaire, des frais de dossier, des frais d'agence. Vous payez l'assurance emprunteur, les taxes foncières, les charges de copropriété si c'est un appartement. Vous payez les travaux, l'entretien, les imprévus. Tout ça s'accumule silencieusement mois après mois. Et pendant tout ce temps, vous êtes lié. Lié à une banque, lié à un lieu, lié à un engagement mensuel que vous ne pouvez pas facilement réduire si votre vie change. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes avec des revenus similaires. Marie achète un appartement. Elle contracte un crédit sur 20 ans. Chaque mois, une part importante de son salaire part dans la mensualité. Elle ne peut pas trop épargner. Elle ne peut pas investir beaucoup. Elle est propriétaire, mais en réalité, elle rembourse la banque. Thomas, lui, loue un appartement plus petit pour moins cher. La différence entre ce qu'il paie en loyer et ce que Marie paie en crédit, il l'investit chaque mois, régulièrement, dans des actifs diversifiés. 20 ans plus tard, Marie est propriétaire d'un bien. Thomas a un portefeuille financier qui vaut peut-être autant, parfois davantage, sans jamais avoir eu à réparer un toit, à payer une taxe foncière ou à subir une moins-value si le marché immobilier se retourne. Ce n'est pas un argument contre Marie, c'est un argument pour que chacun fasse le calcul réel dans sa situation réelle avant de décider. Si vous pensez en ce moment, mais au moins, quand tu achètes, l'argent ne part pas dans la poche de quelqu'un d'autre, c'est un réflexe naturel. Et c'est précisément le moment de s'arrêter. Parce que quand vous remboursez un crédit, l'argent va dans la poche de la banque, sous forme d'intérêt, pendant des années avant de vraiment construire votre capital propre. Les premières années d'un crédit, la majorité de votre mensualité paye des intérêts, pas du capital. C'est une mécanique financière appelée l'amortissement progressif. Autrement dit, pendant les 5 ou 10 premières années de votre crédit, vous ne construisez que très peu de patrimoine réel. Vous payez surtout le coût de l'argent que vous avez emprunté. Et si vous vendez avant d'avoir remboursé une part significative du capital à cause d'un divorce, d'une mutation professionnelle, d'un changement de vie, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez payé des années de mensualité sans avoir accumulé grand-chose. Il y a une autre illusion qui mérite d'être démontée, l'idée que l'immobilier prend toujours de la valeur. Historiquement, dans certaines zones et sur de longues périodes, oui. Mais ce n'est pas une règle universelle, ni garantie. Des villes entières ont vu leur marché immobilier stagner ou se déprécier pendant des décennies. Des quartiers qui semblaient en sûrs ont perdu de l'attractivité avec les changements démographiques et économiques. Des logements achetés au sommet d'un cycle ont mis 15 ans à retrouver leur valeur d'achat, une fois l'inflation déduite. L'immobilier n'est pas un investissement passif et sans risque. C'est un actif illiquide, concentré géographiquement, avec des coûts de transaction élevés et une dépendance forte aux conditions locales du marché. Cela ne signifie pas qu'il faut l'éviter. Cela signifie qu'il faut l'analyser comme n'importe quel autre investissement, avec lucidité, pas avec sentiment. Si des gens font systématiquement cette erreur de jugement, ce n'est pas par manque d'intelligence. C'est parce que la décision d'acheter une maison
est rarement prise dans un contexte purement financier. Elle est prise lors d'une grossesse, quand on veut stabiliser la famille. Elle est prise sous la pression des parents qui répètent que louer, c'est gâcher. Elle est prise quand un ami vient d'acheter et que vous ressentez que vous prenez du retard. Elle est prise quand le banquier vous dit que c'est le bon moment, ce qui est souvent aussi vrai que le vendeur de parapluies qui dit qu'il va pleuvoir. Ces pressions sont réelles. Elles influencent nos décisions plus que nous ne le reconnaissons. Et elles peuvent vous pousser à signer un engagement financier de 20 ans dans un état émotionnel qui dure peut-être 20 semaines. Si vous êtes en ce moment en train de vous demander si vous devriez acheter ou continuer à louer, voici les vraies questions à vous poser. Pas les questions émotionnelles, les questions financières. Première question. Combien de temps avez-vous l'intention de rester dans cette ville, dans ce quartier, dans cette situation de vie? Si vous êtes mobile, si votre carrière peut vous mener ailleurs, si votre situation personnelle est en transition, les frais de transaction d'un achat immobilier peuvent facilement effacer tout bénéfice potentiel si vous revendez dans moins de 5 à 7 ans. Deuxième question, quel est le ratio entre le prix d'achat et le loyer équivalent dans votre zone? Ce ratio, parfois appelé Price to Rent Ratio, vous donne une indication de si le marché est équilibré. Dans certaines métropoles où ce ratio est très élevé, louer et investir la différence peut être financièrement supérieur à acheter, sur le long terme. Troisième question. Avez-vous constitué un fonds d'urgence et des épargnes solides avant de mobiliser toutes vos ressources dans un apport immobilier? Acheter en épuisant ses réserves financières, c'est entrer dans la propriété en situation de fragilité. Le moindre imprévu, perte d'emploi, maladie, réparation majeure, peut devenir une crise. Quatrième question. Cette décision est-elle motivée par un projet de vie clair ou par la peur de rater quelque chose? La différence entre ces deux motivations change tout à l'équation. Si vous avez répondu honnêtement à ces questions et que l'achat fait sens, financièrement, pas seulement émotionnellement, alors il peut être une excellente décision. La propriété immobilière a construit de vrais patrimoines. Elle offre une stabilité que la location ne peut pas toujours garantir. Elle peut être pertinente pour construire quelque chose de concret à transmettre, mais elle doit être choisie, pas subie, décidée, pas imposée par la pression sociale. Si vous continuez à regarder esprit de valeur, c'est probablement parce que vous cherchez à prendre des décisions financières avec plus de clarté. Ces questions méritent d'être posées avant chaque grande décision, pas seulement celle de la maison. Ce qui distingue ceux qui construisent réellement un patrimoine de ceux qui restent toujours à court, ce n'est pas combien ils gagnent, ni ce qu'ils possèdent. C'est leur capacité à résister aux décisions émotionnelles habillées en décisions rationnelles. Acheter une maison parce que c'est ce qu'on fait n'est pas une stratégie financière. C'est un script social. Et les scripts sociaux coûtent cher. La vraie question n'est pas « est-ce que je dois acheter ou louer ?» La vraie question est « est-ce que cette décision, dans ma situation actuelle, rapproche ou éloigne mes objectifs financiers réels ?» Si vous pouvez répondre à cette question avec des chiffres, pas avec des sentiments, alors vous êtes déjà en train de penser différemment de la majorité. Et c'est là que tout commence.